Bonjour à toutes et à tous, c'est le sport le plus pratiqué et de loin dans l'Hexagone avec quelques 2 millions de licenciés. Il est au-delà de la pratique sportive un vrai phénomène de société. On a parlé du football, évidemment, quand on a établi ce plan de bataille. Et pourtant, c'est qu'une faible minorité de cette pratique-là, le monde professionnel qui, tous les jours, au quotidien, est sous les feux de la rampe. Plaisir, compétition, dépassement de soi, ce sont pourtant des mots qui existent pour tous les footballeurs, qu'ils évoluent au niveau professionnel ou à un niveau amateur. C'est pourquoi cette émission aujourd'hui, au cœur du monde amateur, va se concentrer autour d'une heure et de ce plateau transformé en vestiaire, en clubhouse, et bien autour des grandes questions qui aimantent aujourd'hui la dynamique du foot amateur. Anciens footballeurs professionnels, journalistes spécialisés, dirigeants de clubs et entrepreneurs vont se succéder sur ce plateau pour évoquer ce foot amateur tel qu'il vit, tel qu'il est aujourd'hui. Le casting de cette émission, il est avec nous et sera un des fils conducteurs. Roland Courbis est parmi nous aujourd'hui. Bonjour Roland. Bonjour. On ne vous présente plus, mais vous fûtes joueur, entraîneur, consultant chez nos camarades d'RMC depuis combien d'années maintenant ? 13-14 ans. Vous aimez le débat et vous en trancherez certains aujourd'hui. Ça marche ? Écoutez, j'ai eu le plaisir et la chance de pouvoir connaître et l'amateurisme et le professionnalisme. Donc si je peux être utile à quelque chose, c'est très volontiers. Ce foot amateur justement qui sera représenté par des dirigeants tout au long de cette émission. Nous avons un président heureux, celui de l'ES-Trap, Moustapha Larbaoui, qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Moustapha. Bonjour, merci pour cette invitation et président d'honneur aujourd'hui. Président d'honneur. Voilà, il y a un nouveau président, donc on lui rend hommage aussi. Donc, et vous serez toujours du club de Trappes. Oui, vous serez avec nous pendant cette première partie d'émission pour aborder cet état de santé qui nous sera notamment diagnostiqué par Alain Jouve. Alain Jouve, journaliste du côté du magazine Sport Stratégie, spécialiste des questions économiques. Bonjour Alain. Bonjour Maxime, merci pour l'invitation. Je vous en prie, on dressera cet état des lieux évidemment avec vous. Et puis, un entrepreneur et une entreprise qui essaye de faire briller ce foot amateur au quotidien, Madewis Group, qui sera représenté sur ce plateau par son directeur général, Franck Massardier. Bonjour Franck. Bonjour Maxime. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Madewis Group, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous épaulez au quotidien ? On parlait de faire briller, je ne sais pas si c'est l'expression que vous voulez, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes présent au sein de ce foot amateur partout dans l'Hexagone ? Faire briller, non, mais plutôt accompagner. Oui. Accompagner, les écouter, leur proposer des idées, innover. C'est ce qu'on essaye de faire depuis de nombreuses années pour le foot amateur. Vous fournissez des équipements et également organisez des compétitions. C'est là le cœur de votre activité pour aller épauler les équipes de Moustapha, par exemple, j'imagine. Oui, et d'autres bien sûr, mais j'avoue que dans un projet éducatif et pédagogique, ça devient vraiment important d'avoir cet axe de travail avec des équipementiers. Ce n'est pas simplement du tissu, ce n'est pas simplement du matériel, mais c'est également l'accompagnement des clubs. Le mot est important, c'est effectivement ça. Et j'ai été accompagné dans mon projet pédagogique et ça fait du bien, vraiment. C'est au-delà du tissu. Combien de clubs comme celui de Moustapha vous font confiance ? Alors aujourd'hui, on équipe plus de 500 clubs sur l'ensemble de la France. Dans ces 500 clubs, on a référencé, on a lancé un nouveau projet qui s'appelle le Club 100 Premium il y a 5 ans avec notre partenaire donc Adidas. Et des clubs comme celui de l'ES-Trap, on en a à peu près plus de 200. On a sur même l'Île-de-France plus de 15 clubs de plus de 1000 licenciés. Que vous accompagnez par équipement et qui vous accompagnent aussi sur des compétitions que vous organisez, on y reviendra. Tout à fait. On est parti, messieurs ? Première thématique à aborder, cet état de santé, alors par l'intermédiaire de chiffres et de choix qui sont opérés par les clubs amateurs, les entrepreneurs et également pour essayer de vivifier ce tissu de clubs amateurs. Je me tourne vers Alain, année 2020.
particulière pour tout le monde, qu'elle soit pour les acteurs économiques ou sociaux, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire du nombre de licenciés, mais plus généralement de l'état de santé de ce foot amateur, vous qui préparez un dossier pour le prochain numéro de Sport Stratégie? C'est très compliqué. Alors, sur l'ensemble des licenciés football, même s'il faut attendre quelques semaines pour avoir des chiffres vraiment justes et fiables, parce que pour l'instant, on est vraiment au début, il faut attendre, je pense, la fin du mois d'octobre. Mais on est sur un chiffre qui est entre moins 10 à moins 30% selon les clubs, évidemment. Ce qui est un peu moins finalement impactant. Enfin, le football est moins impacté finalement que l'ensemble des autres sports. Oui, puisque le 29 septembre dernier, on a appris que 25% des licences à la rentrée, dues au contexte économique, soit à peu près 4 millions de sportifs, de licenciés, n'avaient pas reconduit encore leur licence. Parenthèse refermée, donc le football souffre un petit peu moins. Oui, le 29 septembre, effectivement. Nous avons donc, Moustapha, d'un point de vue footballistique, une moindre importance, vraisemblablement en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous dire, au niveau de votre club, comment s'est effectuée cette rentrée et si vous pâtissez aussi de ce contexte économique et peut-être d'autres problématiques? À Trappes, on fait, bien évidemment, on a impacté, donc on a moins de licenciés en pourcentage, je n'ai pas encore tout à fait les chiffres, parce que les gens attendent quand même les mesures au fur et à mesure, et elles arrivent au fur et à mesure, donc c'est un peu compliqué pour tout le monde, y compris pour les familles, y compris pour les enfants. Globalement, maintenant, la technique fait qu'on passe beaucoup par Internet, foot club, donc il y a beaucoup d'inscriptions qui sont faites par le net. Donc, globalement, c'est plutôt bon signe, on va dire, dans la tendance, mais on est impacté. Voilà, moi, je suis pharmacien, donc c'est un sujet que je connais bien. On est impacté dans tous les secteurs, y compris ceux du sport et y compris ceux du foot. Mais la tendance reste quand même soutenue. Vous parlez de moins 25, c'est tous les licenciés, tous sports confondus. Tous. Dans le foot, on a eu une année blanche. Donc depuis le mois de mars, on a bien vu que c'était compliqué. Donc les gens se posent la question de savoir est-ce qu'on se réinscrit, est-ce que ça vaut le coup. Bon. Et pour autant, la pratique du foot continue. On le voit bien dans les quartiers, sur les terrains. Donc, ils sont là, ils sont en attente. Franck, dans l'organisation de compétition, vous avez, j'imagine, alors là, on parle du contexte sanitaire, changé, modifié des petites choses ou des grandes choses même, j'imagine. Oui, alors pour rebondir sur ce que dit Moustapha, par contre, je pense que c'est plus les petites catégories. Aujourd'hui, les écoles de foot qui souffrent de cette baisse, en fait. Parce que les parents attendent de savoir si ça va être refermé et pour ne pas payer une licence pour l'année. Après, sur effectivement nos événements, on devait avoir une compétition qui devait avoir lieu au mois d'avril-mai, donc forcément, par rapport à tout ce qui s'est passé, on n'a pas pu la tenir. Là, aujourd'hui, on a changé beaucoup de choses pour justement permettre aux enfants de jouer au football. Ce contexte, on va dire, de relative érosion qu'on va voir par l'intermédiaire d'une infographie que vous nous avez préparée, Alain, on voit qu'il n'est pas uniquement inhérent au Covid. Que vous dit par exemple la fédération, que vous disent les clubs? On en a certains sur ce plateau qui vont pouvoir témoigner sur ce petit déficit-là qui devient structurel quand même. Alors la période est particulièrement compliquée en ce moment, évidemment. Covid-19 y est pour beaucoup, mais l'érosion que l'on constate depuis quelques années dans le milieu amateur, dans les associations sportives, il n'est pas non plus propre à cette période. Il est accentué en ce moment, mais il a toujours existé. Il y a des années qui sont meilleures que d'autres, où effectivement on a plus de licenciés que l'année précédente. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une difficulté aujourd'hui pour amener les licenciés dans les clubs. Ça, c'est certain. Peut-être plus forte qu'avant, parce que les pratiques autonomes aussi explosent, que les gens vont beaucoup. D'ailleurs, il y a un gros boom des pratiques extérieures autonomes aujourd'hui, avec le confinement et avec cette maladie, ça c'est certain, avec ce virus. En tout cas, c'est plus compliqué de les amener parce qu'ils changent tout le temps. Il y a un phénomène de zapping qui est très fort. Il y a aussi un public qui est difficile à convaincre de rester sur la durée parce qu'au bout de 3 mois, il a envie de changer de sport et déjà d'aller voir quand il s'engage sur le football et 3 mois après, il a envie d'essayer l'athlé. Et puis, il y a un autre phénomène aussi sur lequel réfléchissent pas mal de fédérations et du coup de clubs, c'est de proposer tout au long de l'année et régulièrement finalement des sessions d'apprentissage et d'initiation. Si vous loupez le coche en début d'année dans certains clubs,
Si vous arrivez au mois de novembre ou décembre et vous voulez vous inscrire, beaucoup de clubs vous disent « Ah ben non, c'est trop tard, il faut revenir l'année prochaine ». Parce que là, on n'est pas en mesure de vous prendre, ça a déjà débuté. Ça vous parle, Mustapha, ce changement de cap à devoir instiller? J'ai pas les chiffres. On parle d'érosion, et là, tout sport confondu. Hein. Oui. Moi, je ne l'ai pas vécu dans mon club, parce qu'on a eu plutôt une progression du fait de la restructuration. C'est intéressant à noter. Mais moi, je trouve qu'il y a un phénomène important dans le sport amateur, en général, c'est le monde des bénévoles. Les clubs sont de moins en moins construits sur des projets, de moins en moins construits sur des valeurs, avec des gens qui les tiennent. Et ces gens-là, dans le monde amateur, ce sont les bénévoles. On en a de moins en moins. C'est ceux-là qui sont de plus en plus compliqués à garder ou à faire venir. Et donc, du coup, on y perd de son âme, on y perd de sa bonne relation qui était tenue par des bénévoles. Et donc l'érosion, à mon avis, commence déjà là. Après, il y a le phénomène de zapping, il y a des gens qui veulent goûter à plein de choses, il y a plein de sports nouveaux, il y a la renaissance également voilà, c'est un phénomène de société, mais il y a aussi cette idée selon laquelle les bénévoles sont de moins en moins ancrés dans la durée. Voilà. Moi, je crois que c'est un point important. Roland, ça vous parle, cette révélation-là, ce constat-là, qui est dur sur l'organigramme des clubs finalement? Donc déjà, je suis content d'avoir été invité et j'ai répondu à cette invitation, mais je reste persuadé que je vais apprendre des choses en écoutant les uns et les autres. Déjà, je n'ai pas la prétention de pouvoir donner des leçons de français, mais je me suis toujours demandé si vraiment, quand on parle d'amateur ou d'amateurisme, par rapport au professionnel ou au professionnalisme, est-ce que vraiment on a dans l'idée ce qu'est amateur? Pour moi, amateur, ce n'est pas le pauvre, l'idiot du village par rapport à l'intelligent professionnel. Pour moi, l'amateurisme, c'est la racine du professionnalisme. Et quand j'entends le nom amateur prononcé, ça me fait souvent mal aux oreilles parce que je me dis, mais c'est pas valorisant. Là. Quand, par exemple, si par exemple on dit un amateur de voiture, donc un amateur de voiture, c'est quelqu'un d'intéressant, de valorisant. Quoi. Un amateur de football, c'est le pauvre qui essaye de trouver des solutions, c'est le bénévole qui paye lui-même son essence et le péage qui n'est même pas remboursé là-dessus. Donc c'est inquiétant pour notre avenir. Donc pour moi déjà, soyons d'accord sur le terme amateur et après on pourra peut-être avancer parce que là j'ai l'impression qu'on tourne en rond. La sémantique et l'opposition avec le foot pro. Il a raison, les mots sont importants. Mais moi, c'est toute mon histoire, le monde amateur. Moi, c'est simple, il n'y a pas de thune, point barre. Le monde amateur, pour moi, c'est ça. Par contre, c'est très pro. C'est-à-dire que c'est organisé, c'est structuré, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de valeur ajoutée, il y a beaucoup d'intelligence dans le monde amateur. J'aimerais qu'il y en ait même un peu plus. C'est juste qu'il n'y a pas de thune, quoi. Donc pour moi, ça fait vraiment la différence. Ce n'est pas un endroit où on y met beaucoup d'argent face à des professionnels qui tiennent le secteur professionnellement et financièrement. Peut-être aussi, donc je ne suis pas là aussi pour faire le professeur, ni encore moins donneur de leçons. J'essaye de réfléchir. Et si je peux avoir la possibilité d'ajouter quelque chose d'intéressant, j'en serai très fier. En ce qui concerne, par exemple, les 40 dernières années que j'ai eu le plaisir de vivre, je me suis retrouvé amateur et après j'ai eu la chance et les qualités peut-être aussi pour signer professionnel. Mais à cette époque-là, l'amateur, quand il avait simplement dans son club professionnel un remboursement de frais, il n'était plus considéré comme amateur. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas partir comme on part d'un moulin. Normalement, on dit on rentre dans un moulin, là on part du moulin. Mais alors, si on est amateur et qu'on a envie de signer chez un club professionnel, mais ça se fait sans aucun problème. Donc il faudrait revoir certains règlements et ne pas faire de l'amateur le pauvre là de la situation. Essayons de faire en sorte que l'amateurisme soit un peu moins pauvre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le danger, parce que pour moi c'est un danger, de ne plus avoir de bénévoles, et on y va tout droit vers cette situation-là, c'est quand même plus qu'inquiétant. J'espère qu'on réalise l'inquiétude que l'on doit avoir sur cette possibilité de la disparition du bénévole. Franck, ces bénévoles, vous y avez affaire évidemment au quotidien dans ces compétitions, sont vos interlocuteurs. Ce constat, vous le partagez d'inquiétude?
La vérité, en fait, c'est que, et ce que se rendent pas compte les gens, c'est que en fait, le foot amateur, c'est le poumon du football. On devient professionnel, comme l'a dit Roland après, mais c'est le poumon du football. Et aujourd'hui, moi, en 20 ans, effectivement, dans les clubs, ils me disent tous le même discours, que ce soit Mustapha ou d'autres présidents. Il y a de moins en moins de bénévoles. On les aide pas. On leur demande de plus en plus de choses, comme s'ils étaient dans une société ou dans un club professionnel. Sauf que ce sont des bénévoles qui travaillent la journée, qui prennent de leur temps et qui viennent le soir pour faire des choses dans un club et qui viennent gratuitement. Et qui sont donc 400 000 en France, selon vos sources et vos chiffres. Et un point important par rapport au monde professionnel et au monde amateur, c'est que moi je considère que les pros, d'ailleurs j'ai toute l'estime du monde professionnel, c'est pas parce qu'il y a de l'argent que j'en ai pas l'estime, au contraire, c'est hyper valorisant, même pour le football amateur. Sauf que pour moi, dans le monde amateur, il y a aussi une autre dimension que celle de l'exercice du foot, la professionnalisation, et dont c'est le métier, parce qu'après tout, c'est leur job, les mecs. C'est cette idée selon laquelle on construit aussi une société. Donc le sport est valorisant pour ça, et en même temps, il est éducatif. Et on parle beaucoup de nos jours de citoyenneté, on parle beaucoup de tous ces éléments qui viennent percuter le foot, ou le sport en général. Et c'est en ça que le monde amateur a une importance. Il n'est pas amateur au sens, c'est des amateurs. L'air de dire, c'est des bourricots, les amateurs. Non, non. Les amateurs, c'est un monde à part, mais qui se professionnalise, qui a besoin de se professionnaliser de plus en plus. Et se professionnaliser, c'est aussi avoir un vrai regard sur les bénévoles, parce qu'il y a une manière de garder ces bénévoles, ils n'attendent que ça. Et c'est en ça que des projets comme Madewis sont hyper importants pour des clubs, pour les aider à les structurer et à valoriser les gens qui sont autour du monde amateur. Et cet échange, ces interactions foot pro, foot amateur, le rôle éducatif, on va y venir dans une deuxième partie. Merci Mustapha, merci Alain d'être venus. Franck, on vous retrouve un petit peu plus tard dans cette émission. Roland, je vous garde. Deuxième partie, interaction foot pro, foot amateur. Alors vous savez que pendant cette période un peu particulière, on a le droit d'effectuer beaucoup de changements pendant un match de foot. On en profite aussi sur ce plateau pour effectuer quelques remplacements, mais c'est presque des titulaires qui nous rejoignent. Ils étaient en tout cas titulaires, les anciens joueurs dont on va parler désormais. Mamadou Niang nous fait l'amitié d'être avec nous. Bonjour Mamadou. Bonjour. Ancien champion de France avec l'Olympique de Marseille et maintenant dans l'organigramme de cet Atlético Marseille, une nouvelle aventure pour vous, c'est ça ? Ouais, une nouvelle aventure, une nouvelle passe qui s'ouvre dans ma vie, dans le football amateur. Donc voilà, je suis très content aujourd'hui de pouvoir faire ce que je fais avec l'Atlético Marseille et je prends beaucoup de plaisir. Vous êtes donc à quelques encablures de ce vélodrome que vous avez tant chéri. Le foot amateur, il le connaît très bien. C'est Olivier Guénon, président du club de Rueil-Malmaison, qui est avec nous dans cette deuxième partie. Bonjour Olivier. Bonjour, merci de votre invitation. Bonjour messieurs, c'est un plaisir de partager le plateau avec vous. Le grand champion. Et nous avons à distance, règle Covid oblige, Sidney Govou qui nous fait l'amitié de nous accompagner. Bonjour Sidney. Bonjour. Salut Sidney. Roland Courbis est aussi avec nous pour cette deuxième partie. Sidney, comme Mamadou, vous êtes de la même génération, je crois tous les deux, génération 79. Vous êtes directeur technique du côté du club de Limonest, c'est dans le Rhône. Qu'est-ce qui a présidé à cette envie de retrouver le foot amateur ? Alors, je tiens à préciser, c'est Limonest-Saint-Didier, il faut que je le dise à chaque fois, parce que les gens ne retiennent que Limonest, mais c'est Limonest-Saint-Didier. Ça a été assez naturel pour moi. Je viens du foot amateur, j'ai joué au foot amateur jusqu'à mes 18 ans, quasiment, au Puy-en-Velay, Brie-Ferensac exactement. Donc, à la fin de ma carrière, je me suis retourné vers ce football que je connais très bien. C'est surtout une question d'amitié, de connaissances, qui ont fait que j'ai atterri à Saint-Didier, et de proximité, parce que c'est à côté de chez moi aussi, donc ça m'a arrangé un petit peu. Et voilà, On a perdu Sidney. Cette envie de rendre quelque part à ce que ce football vous a apporté, c'était vraiment important pour vous, Mamadou par exemple ? Ouais, tout à fait, comme Sidney l'a dit, et tout comme Sidney aussi, je suis issu du football amateur, moi aussi. À 18 ans, j'étais au club de Saint-André-les-Vergers, du côté de Troyes, en DHR. Donc voilà, j'ai très bien connu le milieu amateur aussi. C'est de quelque part aussi redonner un peu ce que le football amateur a pu nous apporter et a pu nous
parce que c'est un peu grâce au football amateur qu'on a pu par la suite signer professionnel et réaliser notre rêve. Donc voilà, c'est tout naturellement qu'on est revenu à nos bases et, pour essayer d'enseigner, pour essayer de conseiller un peu tous ces jeunes et que leur dire que voilà, que même si aujourd'hui on est dans un club amateur, on peut toujours croire en ses rêves. Ce retour d'expérience comme ça, Olivier, Mamadou parlait de la base, oui, 99,9% de la pratique est dans un statut amateur, vous le connaissez à la perfection, ce milieu. Olivier, dans quelle mesure ce retour d'expérience et ces anciens pros qui reviennent, c'est un plus? C'est indéniable. Pour moi, il n'y en a pas assez, justement, j'aimerais qu'aujourd'hui, beaucoup de clubs amateurs aient la chance de se doter d'expériences comme Mamadou va transmettre, parce que je crois que c'est nouveau comme poste. Et puis M. Courbis, ces gens qui ont un tel vécu et surtout qui ont l'humilité du monde amateur, parce qu'ils l'ont connu et pratiqué. Et je pense qu'aujourd'hui, le football français souffre de ce manque de joueurs professionnels qui n'ont pas encore intégré. Il y en a de plus en plus, mais le monde amateur. Et ça serait très important pour nous. Roland, il y a une tâche qui est parfois complexe aujourd'hui pour ces joueurs. Mamadou a commencé à être, avec sa génération, les premiers à être vraiment mis en avant dans une espèce de devoir d'exemplarité, là. Est-ce qu'elle est coûteuse aujourd'hui pour les éducateurs qui sont au quotidien avec les clubs, de se dire que voilà, ce monde professionnel, c'est l'alpha et l'oméga? Arrive-t-il à changer un petit peu ce cadre-là et à parler d'éducation? Pas facile, mais déjà l'intention est pour moi superbe et extraordinaire. Et comme le dit le président, donc c'est vrai que s'il pouvait y en avoir un petit peu plus, ça serait intéressant. Mais là aussi, de la même façon, on va s'attarder peut-être aussi sur le terme éducateur, parce que je n'ai pas l'impression qu'on arrive bien à voir ce que doit faire pour moi un éducateur. Un éducateur, ce n'est pas le petit entraîneur qui est donc éducateur. Un éducateur, c'est quelqu'un qui doit justement transmettre une certaine éducation, une certaine discipline. Quand je vois ce qui se passe dans le monde amateur, justement, il y a de plus en plus d'insécurité, les arbitres sont mal menés dans certains cas. Là, il faudrait arriver à progresser et à réaliser que, bon, on doit éduquer ces jeunes joueurs. Et par moments, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, j'ai l'impression qu'on mélange un petit peu les choses entre certains termes et certains mots. Je ne suis pas là pour faire une leçon de français, mais pour moi, éducateur, ça vient de transmettre l'éducation, la discipline, et je n'ai pas l'impression que souvent c'est complètement le cas. Olivier, Mamadou, ce discours-là, cette responsabilité sociale, finalement, du club amateur, de ce socle-là, qui est souvent parmi les cercles sociaux d'un enfant, qui est très important, voire même prédominant. Est-ce que ça, on en a conscience? Je ne sais pas, vous, à Rueil-Malmaison, comment vous recrutez vos éducateurs, ou en tout cas, comment ça se passe pour vous? Absolument, moi je rejoins complètement l'analyse de M. Courbis. Éducateur, ça a un sens, hein, éducation. Et donc, aujourd'hui, beaucoup d'éducateurs manquent cruellement de la notion de ce terme. Et je pense qu'elle passe par la formation de nos éducateurs et elle passe surtout par l'expérience des anciens professionnels qui viennent rejoindre. Ils ont connu le monde amateur, mais ils y retournent. Et justement, ils vont nous apporter ce qui nous manque. Nous, on se charge de former nos éducateurs. Et après, il manque le côté professionnel que des gens comme Mamadou vont transmettre, vont nous apporter surtout. Vous êtes le garant, Mamadou, de la réussite sociale quand j'entre le football. J'imagine que vous en avez conscience et que beaucoup ont des étoiles dans les yeux, beaucoup d'enfants quand ils vous regardent. Votre rôle, j'imagine, c'est au contraire de voir qu'ils essaient de voir le football différemment. Je pense que ça fait partie du discours de l'éducateur que vous êtes également. Oui, bien sûr. Après, bien évidemment, la formation a une
part très importante pour un éducateur, c'est le plus important, je dirais. Mais il y a autre chose derrière ça. Moi, pour le vivre au quotidien, je sais que par moments, les éducateurs ils se trouvent dépassés parce qu'ils ont peu de moyens, parce qu'ils ont plus de choses à gérer qu'ils ne le devraient, c'est-à-dire faire du social. Des fois, ils se retrouvent à avoir le rôle du père. Ils se retrouvent avec des enfants qui sont en difficulté peut-être dans leur famille et que voilà, le seul repère qu'ils ont, c'est l'éducateur. Voilà, ils ont un rôle plus important qu'ils ne le devraient. Et c'est pas évident, c'est pas évident. Après, c'est vrai que moi, par rapport à la carrière que j'ai pu avoir, c'est vrai que les jeunes, ils sont un peu plus à l'écoute. Ils sont un peu plus dans le respect. Donc j'essaie d'apporter ça, j'essaie d'apporter un soutien à mes éducateurs, essayer de les encourager, de les soutenir aussi, parce que je sais que vraiment, ils ont un rôle très très difficile et c'est pas évident pour eux au quotidien. Mais ils ont vraiment le mérite de s'accrocher à chaque fois parce qu'ils ont à cœur de pouvoir aider ces gamins, de pouvoir les aider à s'en sortir, à faire autre chose que de rester dans leur quartier ou à faire je ne sais quoi. Mais voilà, je suis très fier de mes éducateurs. Roland, Olivier, sachez que Mamadou n'a pas qu'un discours, il y a des actes puisque vous allez lancer vos stages, je crois, à l'endroit et à destination des plus jeunes en partenariat avec Madewis Group. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement de vos objectifs de départ? J'imagine qu'ils sont en lien avec les propos que vous avez tenus, mais pourquoi, alors que vous êtes encore très jeune quand même, vous pourriez profiter? Oui, après profiter, moi je suis pas le genre de personne à rester chez soi à rien faire. Puis voilà, d'ailleurs, Mamadou s'est blessé. Passionné de football comme il profite justement. C'est ça. Exactement, non, exactement. C'est un projet de stage que j'essaie de mettre en place parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez qui sont mis en place de nos jours. On avait plus ça par le passé. Et surtout à Marseille. À Marseille, pour une grande ville comme Marseille, ne pas avoir de stage. Ne pas avoir plusieurs stages pour que les enfants issus des quartiers un peu plus compliqués puissent en profiter. C'est ça que je trouvais dommage. Donc j'ai mis ça en place avec un ami qui s'appelle Nordine. On va essayer de développer ça. Malheureusement, on a été stoppé par ce virus qui nous a un peu arrêté dans notre élan. Mais voilà, on va attendre que ça se calme un peu plus pour pouvoir mettre ça en place. For Football Agency, c'est ça qui vous accompagne sur ce projet. Et Madewis Group pour la partie du coup logistique, c'est ça? Pour l'organisation Exactement, avec Franck, on est en partenariat et il va nous aider énormément sur ce projet. Olivier, au quotidien, en ce qui concerne comme ça ce travail opéré par les éducateurs justement à destination de ces jeunes, quel est le sens du partenariat que vous pourriez nouer avec des clubs pro? Déjà, je ne sais pas si vous en avez des partenariats, mais est-ce que vous travaillez de concert avec des liens importants, fidèles, qui ne soient pas juste peut-être du pillage de joueurs? Ben, justement, nous, on a cette chance à Rueil-Malmaison. On est partenaire avec l'Olympique Lyonnais, que M. Govou connaît bien, depuis 5 ans. Et il revient avec nous à ce moment-là. Et là, je viens de re-signer pour 3 ans. Donc, on a une chance extraordinaire parce qu'on a un support, justement, on parlait d'éducateurs. L'Olympique Lyonnais nous dispense à Rueil des formations éducateurs. Là, j'en ai une gardien de but très prochainement. Enfin, c'est un support extraordinaire que peu de clubs amateurs ont. Et je trouve ça bien dommage que d'autres clubs professionnels ne se tournent pas vers des clubs amateurs qui, justement, sont en attente de ça. Et ça leur permettrait, comme à nous, d'avoir un contact avec le milieu pro. Et ces 5 années m'ont permis de découvrir un petit peu le monde pro. Et aujourd'hui, très honnêtement, je me sens beaucoup plus proche du monde professionnel. Je ne devrais pas le dire, mais je le dis parce qu'on est, on est là pour ça aussi un petit peu. Que par exemple, ma fédération et je trouve ça juste un peu hallucinant. Et je pense que je ne suis pas le seul à penser ça.
aujourd'hui. Sidney, Olivier était en train de nous dire avant votre retour que finalement, on n'était pas obligé de les opposer, ces deux mondes professionnels et amateurs à votre échelle. Vous avez l'impression d'être un parent pauvre dans cette deuxième carrière, ou est-ce que vous avez le sentiment que vous nourrissez aussi le football professionnel en quelque sorte du côté de Limonest? Alors, nourrir le football professionnel, je pense pas, à part si on parle des catégories de jeunes. Mais quand on parle de seniors, c'est surtout le milieu professionnel qui a besoin du football amateur, parce qu'il y a beaucoup d'entre guillemets des échecs. Par exemple, pour dire à Limonest, la majorité des joueurs qui composent l'équipe 1 sont des jeunes qui ont été en centre de formation, que derrière on récupère d'une façon différente, mais qui ont une formation, qui ont été jusqu'à l'âge de 17, 18 ans dans des clubs pro, quasiment tous. Et les clubs amateurs permettent aussi de les récupérer, de les réinsérer dans une vie sociale, une vie active différente. Donc je pense que pour ce sujet-là, le football amateur est très important pour les professionnels aussi. Et votre discours, alors vous avez coaché des U13 avec la Madewis Cup, on parlera de cette compétition tout à l'heure. Votre retour, quand on a été footballeur professionnel avec une exigence assez étonnante, assez incroyable hors du commun, dans ce rôle d'éducateur quelque part, comment vous avez trouvé ce nouveau costard? Après, on ne peut pas non plus faire du copier-coller du monde professionnel au monde amateur. C'est un mode qui est différent, c'est un modèle économique différent, c'est un monde de vie différent. Et heureusement, je serais tenté de dire. On ne peut pas avoir les mêmes exigences pour amateur que pour professionnel. Mais oui, en termes d'expérience, il y a beaucoup de similitudes. Aujourd'hui, je trouve que quand on parle du football amateur, ça se professionnalise de plus en plus, que ce soit les jeunes ou les seniors. Il y a une exigence de travail, il y a une façon de fonctionner qui se rapproche. Je trouve que ce n'est pas toujours judicieux de vouloir copier, mais bon, quelque part, les jeunes en ont besoin, en ont envie, donc on est un peu, Mamad comme moi, un peu les garants de cette continuité. Un petit mot l'un à l'autre, parce qu'on vous a vite perdu. Sidney, un petit mot à l'adresse de Mamadou. Vous êtes surtout battu sur les terrains de foot avec une rivalité d'Olympique, mais j'imagine qu'en voyant vos liens, vous vous appréciez énormément dans la vie, tous les deux, hein, ça se voit. Ouais, Sidney c'est un très très bon ami. Sidney, on s'apprécie. Je pense qu'on s'est apprécié plus en dehors des terrains que sur les terrains, parce que ça a été toujours un adversaire assez coriace. Sidney, on a été très admiratif de sa carrière. Avec ce titre avec l'OL quand même. C'est quelqu'un qui a débuté très jeune et qui est issu du milieu amateur, donc ce qui est plus extraordinaire. Et il a une carrière extraordinaire, c'est un très 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 grand joueur. Et je pense que il fait le club de Limonest a beaucoup de chance de pouvoir bénéficier un peu de son vécu, de son expérience et de tout ce qu'il a pu connaître, que ce soit au milieu amateur et dans le milieu professionnel. Merci en tout cas, messieurs. Merci Sidney depuis votre domicile d'avoir pu intervenir et d'avoir pu montrer, Mamadou, ça a été le cas aussi, Olivier, les interactions. On oppose ces mondes qui finalement, comme le disait Roland dans la première partie, sont finalement assez poreux. Merci de nous avoir accompagnés. Merci. Mamadou, si vous voulez bien rester avec nous pour la prochaine partie. Olivier, à très bientôt, on l'espère, et bons événements à venir. Merci. Pour cette troisième partie, nous retrouvons Franck Massardier, DG de Madewis Group, qui a déjà le propos plein d'humour. On est ravis de vous retrouver. Et puis, à distance, qui nous rejoint Philippe Weiss, qui est le président délégué de l'AS Pierrot Vauban, club alsacien. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, vous êtes en plus le club, je crois, le plus titré, le club amateur le plus titré de France. À ce titre, déjà, c'est un plaisir de vous recevoir et de vous féliciter, même si ça date de génération avant votre présidence, j'imagine aussi un peu. Oh oui, largement. D'ailleurs, le premier titre de champion de France, j'avais 6 ans, donc ça date un peu. Ah oui, voilà, alors on a déjà vu des rois de France à 6 ans, des présidents de club, c'est effectivement très compliqué. Cette troisième partie, Philippe, va être l'occasion pour nous d'évoquer aussi des solutions pour ce développement du foot amateur. On a établi un constat parfois difficile, il y a la conjoncture sanitaire, économique. Comment vous, qui êtes donc un club amateur qui a connu des succès, qui connaît des succès, comment vous avez réussi entre guillemets, à vous
renouveler quelque part. On a notamment abordé le sujet des baisses de licenciés, d'un bénévolat qui se délite un petit peu. Comment on travaille sur ça ? On travaille, c'est déjà plus facile quand on a un club qui a une histoire, parce qu'on a la chance d'avoir encore beaucoup de bénévoles autour de nous. Maintenant, on subit effectivement la crise de plein fouet, avec un retrait progressif des collectivités, moins en moins de budget. Et puis, c'est vrai qu'on a du mal à jouer à la fois le haut niveau amateur, comme on le fait comme on le faisait, puisqu'on a été relégué cette année, mais comme on le fait depuis 2 ans entre le niveau en National 3, et à la fois pouvoir derrière avoir une école de football avec 500 jeunes. C'est très difficile de pouvoir allier les deux et de pouvoir réunir les budgets qui permettent de faire les deux. Alors vous parliez du désengagement, en tout cas relatif des collectivités locales. La Fédération française de foot verse, et ce cap sera passé cette année, 100 millions d'euros de manière globale au foot amateur, soit 1/5 de son budget. Aujourd'hui, cet argent-là, concrètement, pour celles et ceux qui ne sont pas au quotidien des clubs, il sert à quoi ? Déjà, lorsqu'on joue en National 3, on a des déplacements assez lointains. Et donc, une partie de cette subvention FFF vient pour donc combler et participer au prix des déplacements. Et puis ensuite, c'est l'ensemble des autres dépenses que l'on peut avoir. Et ça aide en partie l'équipe élite. Maintenant, il faut savoir que dans un club comme le nôtre, un club de ville, aujourd'hui, le prix moyen d'une licence est de 200 € et un gamin ou une gamine nous en coûte 400. Donc déjà, avec 500 licenciés, on a 100 000 € qu'il faut aller chercher ailleurs et qu'on doit aller chercher en subvention et en sponsoring divers. Cette urgence presque d'une économie qui passe devant le volet éducatif, sportif, vous la ressentez vous aussi, Mamadou, du côté de l'Atlético Marseille ? Bien sûr, je le rejoins. C'est l'une des grandes difficultés que j'ai pu rencontrer depuis que je suis arrivé à l'Atlético. Parce qu'il faut savoir qu'on est en N3, N2, ou voire même national, mais pas avec le statut professionnel. On a des déplacements qui sont très lointains, qui sont limite les mêmes déplacements que les joueurs professionnels ils ont, mais pas avec les mêmes moyens. Donc, chaque fois, il faut payer le car, il faut payer l'essence, il faut payer les péages, l'hébergement, les restaurants. Et c'est sûr que ça prend une grande partie un peu des subventions, du budget qu'on peut avoir pour un club amateur. Et parfois, c'est très compliqué. Vous le ressentez, Franck, vous, à votre échelle ? En fait, je pense que ce que dit Mamadou, il a raison sur le fait que c'est des divisions qui sont très compliquées. Regardez le nombre de clubs de National 1, enfin anciennement National, qui ont déposé le bilan. Nous, malheureusement, on a équipé plusieurs clubs, on les a accompagnés et il y en a plein qui ont déposé le bilan. C'est des divisions, en fait, c'est entre les sociétés dans le monde professionnel et l'amateur avec les moins de moyens, qui fait qu'ils ont quand même des frais importants, comme un club pro, et sans moyens. Et ça fait... Parce que je n'ai pas tout à fait la notion. J'aimerais demander à Philippe, ça fait quoi comme budget d'un club de National 3 ? Philippe, vous avez entendu Roland ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai un budget qu'on a fortement réduit, qui est passé à 600 000 €. C'est un des budgets les plus faibles, National 3. Et globalement, on peut dire qu'entre la section élite et les jeunes, on est à moitié-moitié, on est à 50-50. Donc la section élite coûte 300 000 et les jeunes nous coûtent 300 000. Et ce que ce club reçoit, donc ton club, on se tutoie, oui. C'est combien la somme ? Le pourcentage, ok, mais le pourcentage, pour moi, c'est pas une somme. Globalement, la FFF en National 3, ça représente entre 35 et 40 000 €. Ouais. Donc, rien que cette somme-là, ça ne couvre pas les licences. Non, ça couvre les frais de transport. Et il reste une petite marge. Vous parlez de... C'est simple, cette année, nous sommes descendus en Régional 1. Bon, je ne vais pas refaire l'histoire, même si ce qui nous est arrivé est scandaleux.
La différence de budget entre la Nationale 3 et le régional, c'est le budget FFF, c'est 40 000 euros. Voilà, donc c'est ce qu'on a en plus. 8% pour donner un pourcentage à Roland. Non, mais c'est effectivement très faible. Et d'autant plus que vous soulevez une question quelque part qui concerne aussi le nombre de licenciés. On évoquait lors de la première partie une certaine érosion, en tout cas un côté consumériste du licencié. Là aussi, j'imagine qu'il y a un travail énorme de votre part pour essayer de renouveler quelque part l'attraction que vous pourriez avoir, que peut avoir un club de foot. L'avantage que nous avons, c'est que aujourd'hui, on reste un club qui, dans la région, est très connu, puisqu'on détient le plus grand nombre de coupes d'Alsace, le plus grand nombre de titres de champion d'Alsace. Et donc aujourd'hui, les jeunes, lorsqu'ils ont un choix à faire, leur premier choix, c'est le Racing Club de Strasbourg. Le deuxième et le troisième, ça va être Vauban et Schiltigheim. Éventuellement derrière Haguenau. Donc on n'a pas trop de difficultés à attirer des jeunes. On a plutôt même des difficultés à ne pas les prendre de trop loin, trop jeunes. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai des parents de gamins qui ont 6 ans et qui veulent faire 20 km pour les emmener tous les mercredis, samedis, je leur dis non. Ouais. J'y laisse-les dans leur village. Et puis, ils progresseront tout aussi bien, voire mieux que chez nous. Donc, on a la chance de ne pas avoir cette difficulté-là au niveau du nombre de licenciés. Tant mieux. La difficulté que l'on a, c'est de faire payer la licence à son juste prix. Ça, c'est un vrai problème. Ouais. Franck, vous êtes un partenaire historique des clubs, dont celui de Philippe, évidemment. Vous participez aussi à l'offre, finalement, de renouvellement, faire briller aussi ces jeunes. On parlait de consommation, mais en tout cas, vous participez à leur donner envie de vibrer dans une saison avec des compétitions. Et je pense notamment à la Madewis Cup. On va vous proposer un petit clip et on revient un petit peu sur cette offre de compétition. J'aurais eu des frissons si j'avais été un peu plus jeune, moi. Franchement, c'est quelque chose d'impressionnant quand t'es petit, de faire des tournois comme ça, avec beaucoup de compétitions, bah c'est plaisant, on va dire. Jouer dans un grand stade à cet âge-là, c'est énorme. La première fois que je suis en tournoi et que j'ai un équipement comme ça. Les tenues, les crampons, tout, super, ils sont heureux. Ça a vécu de très belles valeurs, je trouve, les valeurs sportives toujours. Ici, on n'est pas venu en vacances, on est venu pour gagner. On est venu pour gagner. Parole d'enfants qui étaient notamment présents pour une phase de qualification, je crois, en Alsace, dans votre club. Philippe, on aura l'occasion d'y revenir très dernièrement, hein, c'était il n'y a pas longtemps. Franck, le concept de cette Madewis Cup, est-ce que vous pouvez nous le rappeler et l'expliquer à nos téléspectateurs ? Le concept, en fait, c'était de proposer quelque chose d'un peu extraordinaire pour les jeunes, le foot amateur, les clubs, leur faire vivre, comme vous l'avez dit, donc une expérience de la magie, du rêve, de la joie. On l'a fait dans différentes régions, des étapes qualificatives, et puis c'était donner l'occasion à des enfants de pouvoir vibrer dans un grand stade, puisque les finales ont lieu dans un grand stade l'année dernière. C'était le Groupama Stadium. Oui, de Lyon. Alors, je dis les jeunes, mais sincèrement, les éducateurs aussi en avaient plein les yeux. C'était vraiment un moment de bonheur. Donc ça, on l'a développé en partenariat avec Adidas. Il y a aussi, alors la prochaine édition, c'est sur le Matmut à Bordeaux, pour la finale. Donc, c'est une annonce, ça, que vous nous faites. Voilà, on change un peu super. de stade. D'accord, un autre assureur. Non, je suis taquin. Un autre assureur du stade. Effectivement. Et puis, beaucoup de valeurs aussi, c'est important. On insiste sur les respects aussi des arbitres, le fair play, etc. Et ce qui était important aussi pour nous, c'est que chaque enfant qui participe à la Madewis Cup est équipé de la tête aux pieds. Et il n'y a pas de différence sociale, que ce soit des enfants qui grandissent dans les quartiers difficiles ou des enfants qui grandissent dans des quartiers plus huppés. Ils sont tous équipés pareil. Et ce n'est pas juste du textile, pas juste maillot, short, chaussettes. Il y a aussi des crampons donc de notre partenaire Adidas. Donc tout le monde a les mêmes crampons. Donc il n'y a pas de différence. Donc là, c'est clairement un rôle social. Là, on ne parle plus de rôle économique. C'est des valeurs qu'on a envie de faire passer, donner la chance à tous de pouvoir se qualifier dans ce grand stade. Il y a beaucoup de clubs professionnels qui nous demandent de participer sur les phases qualificatives.
on refuse les clubs professionnels, c'est pour les têtes de série sur la finale, parce qu'on voulait absolument que ce soit des clubs amateurs qui se qualifient pour la finale. Donc Philippe, vous avez hébergé une de ces phases qualificatives. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Déjà, on voit des sourires, j'imagine, tout au long de la journée, sauf quand il y a des éliminations, forcément. Il y a la compétition aussi qui existe. Mais comment ça se passe un peu ces journées ? Écoutez, on a vécu, nous c'était le week-end dernier, donc on a vécu la première Madewish Cup, puisqu'on devait la faire initialement au mois de mai. Donc elle s'est tenue dans une ambiance un peu compliquée, puisqu'on était en zone rouge avec les mesures sanitaires qui devaient être mises en place. Le tout avec un temps pas très clément. Il avait fait beau toute la semaine, et donc c'était, je dirais, un peu compliqué à mettre en place, mais finalement ça s'est bien mis en place. On a énormément d'équipes, on avait énormément de parents accompagnants, et c'est vrai que c'est un grand moment puisque nous avions des équipes qui venaient même depuis Paris. Et c'est vrai que pour les gamins c'est magique, voilà, et je crois que cette approche globale qui est faite aujourd'hui par Madewish est à souligner, parce que ça aide beaucoup les clubs amateurs. Effectivement, comme le disait Franck, les gamins sont habillés de la tête aux pieds, c'est-à-dire que ces habits-là, ils repartent avec, donc ils vont dans leur club, et puis il n'y a plus cette différence sociale que l'on peut avoir et que l'on voit quelquefois, puisque tout le monde porte le même maillot, a les mêmes chaussures, et ce sont des moments magiques. Alors, voilà, c'est une organisation qui est vraiment top. Et puis, comme dit, on voit des enfants qui rient, on voit des enfants qui pleurent, on voit des éducateurs qui crient, on voit des parents qui s'enflamment. Et même dans un contexte compliqué qui était le nôtre, avec la distanciation et toutes les mesures que ça imposait, c'était vraiment un superbe week-end. Valorisation de l'enfant, des éducateurs. Mais Franck, vous ne vous arrêtez pas là, puisqu'il y a un projet qui vous tenait particulièrement à cœur et qui va voir le jour l'année prochaine. C'est d'apporter ce football amateur à l'export, entre guillemets, avec la Madewish League. Kezako, dites-nous tout. Alors déjà, juste pour la petite histoire, effectivement, il y a des clubs parisiens qui sont allés sur la Madewish Cup en Alsace, parce qu'on refuse du monde. On est obligé de refuser du monde, et comme le disait Philippe Weiss, cette année, avec le Covid, il a fallu mettre pas mal de mesures en place pour faire jouer les enfants. Là, sur le projet, effectivement, les compétitions qu'on organise, c'est pour rassembler, partager. On a aujourd'hui un énorme réseau avec nos clubs amateurs partenaires. On a du très très bon niveau, et forcément ça les intéresse de jouer les uns contre les autres. Et là, on va aller plus loin avec la Madewish League, c'est qu'on veut faire la même chose au niveau européen. Chaque enfant rêve d'un jour de faire la Ligue des Champions, ils nous le disent sur les compétitions, c'est assez magique, ils rêvent de ça. On va leur apporter un petit peu leur Ligue des Champions, la Madewish League, et leur permettre même pour les éducateurs, c'est très intéressant, c'est-à-dire de pouvoir mesurer la différence de niveau au même âge, sur des 11 ans, 12 ans, de mesurer un petit peu le niveau qu'il peut y avoir en Allemagne sur le monde amateur, le niveau qu'il peut y avoir en Angleterre, l'Italie, l'Espagne, etc. Donc on va créer ça sur fin 2021 et début 2022, et avec en ligne de mire, toujours pareil, de faire jouer tout ce beau monde sur plusieurs étapes, mais de faire jouer tout ce beau monde dans un grand stade, et des têtes de série qui nous avaient donné déjà leur accord, comme la Juventus de Turin, Arsenal, différents grands clubs, grands noms européens. Quelques images pour rêver. Ça fait rêver, Mamadou, on est trop vieux en fait, on aurait bien aimé avoir ça. C'est clair qu'à mon époque, j'aurais bien aimé avoir ou participer à ce genre d'événement, à ce genre de tournoi. Bon, on n'a pas eu cette chance-là, donc j'aurais dû venir plus tôt.
Auparavant. Merci Mamadou de nous avoir accompagnés pour Merci de cette m'avoir invité. émission spéciale, votre retour d'expérience. plaisir. Philippe Weiss aussi, qui était avec nous pour évoquer toutes ces expériences. Bonne journée à vous. Et nous, on va poursuivre avec la 4e et dernière partie sans plus tarder. Au cœur du football amateur, dernière partie en quête de solutions pour le développement de ce foot amateur qui a quasiment 2 millions de licenciés, encadrants, dirigeants, éducateurs et évidemment footballeurs plus ou moins jeunes. Pour nous accompagner, il est lui aussi partie intégrante de ce mouvement foot amateur. J'ai nommé un président, celui du club de Pays d'Aix, Sébastien Filippini est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Maxime. Merci de nous accompagner pour cette dernière partie. Vous allez pouvoir réagir à distance à nos débats évidemment et y prendre part. En plateau avec nous également Nizar Melki. Bonjour Nizar. Bonjour et merci de nous donner l'opportunité de parler des clubs amateurs. Écoutez, c'est un plaisir de débattre et essayer non pas d'agir, ce serait compliqué assis autour de ce plateau, mais en tout cas d'aborder quelques belles idées et les soulever. À titre d'idée, vous êtes, vous, en tant que créateur de Sport Easy, un facilitateur quelque part de choses, d'événements pour le foot amateur, de logistique. Expliquez-nous dans quel domaine vous exercez vos compétences. Alors Sport Easy, c'est une application qui simplifie le quotidien de tous les acteurs d'un club amateur, donc les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs, les parents. Ça va permettre aux dirigeants de gagner du temps sur leurs tâches administratives, gestion des cotisations, communication avec les licenciés, etc. Aux entraîneurs de gagner du temps sur leurs convocations, compos d'équipe, stats, communication avec les parents, les joueurs. Et puis les parents et les joueurs, ils ont la bonne info au bon moment sur leur smartphone. Et puis, ils peuvent partager des commentaires, des photos. Donc, c'est une application complète pour le club et qui permet, dans la philosophie aussi de Madewis, de leur apporter du service et de les faire passer à l'ère du numérique. Et donc, on est ravis. Une interface, une appli qui règle beaucoup de choses, en fait, alors. C'est ça, l'idée, c'est vraiment ne passez pas de temps à résoudre des problèmes logistiques ou autres. Passez du temps sur votre passion, sur le sport, éduquer les gamins, développer votre club, votre communauté. Et donc, voilà. Franck, ça a dû faire très rapidement écho, vous, à votre travail. Comment est venue l'idée de collaborer ? Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a fait un partenariat avec la société Sport Easy, puisque nous, aujourd'hui, comme je le disais, ça fait un moment qu'il y a pas mal de soucis dans le foot amateur. Ils ont moins de bénévoles, ils ont moins de temps. Et c'est comment on peut leur faire gagner du temps. Alors, ils ont moins d'argent aussi, mais c'est encore un autre sujet. Et c'est vrai que l'application Sport Easy permet effectivement de pouvoir connecter les adhérents avec les clubs qui sont de plus en plus nombreux. Parce que ça aussi, c'est un phénomène. Il y a de plus en plus de fusions, donc les clubs sont de plus en plus gros. Et il y a moins de liens sociaux. Donc finalement, avec l'application Sport Easy, ça permet de reconnecter un petit peu tout le monde avec les présidents, les éducateurs, et de créer un petit peu une vie sociale dans le club. En plus, c'est Covid responsable dans cette période. Tout à fait, ça prolonge l'esprit club hors des terrains. Et c'est vrai qu'on a découvert récemment que grâce aux présences aux entraînements, qui est une des fonctionnalités de l'appli, on pouvait du coup savoir qui est cas contact, etc. Donc c'est super utile en ce moment dans l'organisation des clubs. Et donc c'est vrai qu'on a, on va dire, un ADN commun d'aller offrir des services pro pour les amateurs, quoi. Et donc ce lien, il s'est opéré autour d'une opération Madewis 2.0, c'est ça Franck? Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est opéré tout ça? En fait, notre politique au départ, c'est... l'ADN de la société, au départ, c'est de vendre des équipements avec un partenaire de qualité. On a choisi Adidas, de leur apporter des équipements à leur fournir. Ensuite, on s'est dit, mais la qualité d'un partenariat, c'est pas juste vendre des équipements, c'est d'apporter une multitude de services autour. L'application Sport Easy en est une. Là, on est en train de développer, donc avec ce projet Madewis 2.0, c'est une solution logistique à tous les clubs. Aujourd'hui, il faut savoir, tout à l'heure, on avait sur le plateau le président de Roy Malmaison, c'est 1600 licenciés. Imaginez la distribution d'équipements quand ils ont survêt, shorts, chaussettes, maillots d'entraînement en début de saison, à 1600 licenciés. C'est une usine à gaz. Et là, aujourd'hui, Madewis a énormément de très, très gros clubs. Mais c'est pareil pour les petits clubs. Ils ont de moins en moins de bénévoles, ils n'ont plus le temps. Donc, on a trouvé une solution logistique de s'occuper pour eux de la distribution directement chez le particulier. Sébastien, j'imagine, il y a deux questions en une. La première, elle fait écho à ce qu'on a pu dire sur ce plateau.
une crise entre guillemets de licenciés, de bénévoles qui doit aussi exister chez vous à Pays d'Aix. Et puis la corollaire, c'est est-ce que cette démarche, cette appli, ce fonctionnement Madewis 2.0, est-ce qu'il vous parle ? Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on demande aux clubs amateurs de se professionnaliser de plus en plus. C'est valable pendant les matchs, avec les feuilles de match informatisées, la communication, les formations des éducateurs, etc. Donc, on se professionnalise avec les moyens d'un club amateur. Et d'un autre côté, on a de moins en moins de bénévoles parce que justement, cette professionnalisation demande beaucoup de temps. Et aujourd'hui, les parents qui étaient le gros des bénévoles avant ne peuvent plus passer autant de temps dans les clubs. Déjà qu'ils passent du temps dans les tribunes, à voir les enfants, c'est déjà très bien. Donc la solution que présentait Franck va effectivement dans le bon sens. On n'est pas une société de logistique et distribuer, j'entendais le club de Rueil-Malmaison, 1600 licenciés, c'est effectivement une usine. On en a un peu moins à Aix-en-Provence, on en a presque 600. Mais déjà, je vois dans mon club, c'est toute une logistique, tant pour le stockage du matériel, quand le matériel arrive, ensuite la distribution, vérifier que les enfants ont bien payé la licence, etc. Donc c'est vrai que c'est, comme je disais Franck, une vraie usine à gaz. Donc cette solution permet de nous alléger et, comme l'a dit votre autre invité, de nous déporter plutôt vers notre cœur de métier qui est vraiment l'apprentissage, l'encadrement des jeunes. On y vient, Roland, ça rassure quelque part de pouvoir avoir des dirigeants qui nous parlent d'encadrement, d'éducation et de solutions qui les ramènent un petit peu à ce cœur de métier. Absolument. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est facile de critiquer, c'est difficile de faire des bons règlements et pour contenter tout le monde. Malgré ce, bon, j'ai malheureusement, puisque je préférerais en connaître un petit peu moins et être un petit peu plus jeune, j'ai malheureusement connu il y a une cinquantaine d'années certaines situations et quand je vois que 50 ans après ça ne s'améliore pas, je donne un exemple. Quand on était dans un club professionnel après avoir été passé par un club amateur et que ce club professionnel te proposait un contrat pro de 4 ou 5 ans, tu avais l'obligation, par respect, par reconnaissance, par tout ce que tu veux, de signer ce contrat. Aujourd'hui, je me mets à la place des clubs amateurs, et notamment même un club amateur qui va être parrainé par un club professionnel. Comme ça a été le cas tout à l'heure pour Roy. Mais avec toute l'honnêteté qu'il peut y avoir, ils n'ont pas la possibilité de garantir au club professionnel la possibilité de donner tous les joueurs formés dans ce club amateur. Donc je crois que là, il faudrait quand même se pencher sur ce problème. Il y a eu effectivement... C'est l'arrêt Bosman que vous visez ? Entre autres. Donc je pense que ça a été une catastrophe. Il fallait être vraiment une bande d'idiots pour arriver à donner comme règlement la possibilité au club de jouer avec le nombre d'étrangers illimité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le côté régional, il n'y a plus le côté psychologique. On peut jouer avec 15 étrangers dans un effectif de 20 joueurs et même avec 20 étrangers. Je trouve ça tout à fait inadmissible. Maintenant, donc, essayons de voir ce qu'on pourrait améliorer, mais je pense qu'il n'est pas compliqué de faire un petit peu mieux que ce qui a pu être fait sur les 50 dernières années. Je me mets à la place de clubs amateurs. Là, j'essaie de donner mon avis. S'il peut être utile, j'en serais très fier, mais j'apprends aussi beaucoup de choses. Je ne m'étais pas imaginé qu'il était aussi cher d'avoir une licence. Les années sont passées et donc ça m'a échappé. Et de voir les budgets d'un club de National 3 avoir cette obligation de trouver cette somme d'argent déjà pour boucler le budget, c'est très très compliqué. Et si en plus un jeune que tu formes dans ce club-là, qui va dans un club professionnel, tu as 3 figues pour te récompenser, je dis non, là on va viser l'impossible et c'est très difficile de réussir quand la chose est impossible.
Franck, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, il a tout à fait raison, mais je pense qu'il faut reprendre... C'est compliqué quand vous avez des habitudes, surtout en France, quand vous avez des habitudes, changer les habitudes. Mais effectivement, il faudrait peut-être travailler sur un système plutôt, moi je pense, entre le lien le foot amateur, foot pro, sur un système de cagnotte qui permettrait d'aider toutes les associations et pour permettre de grandir plus sereinement. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le foot amateur, c'est le poumon. S'il n'y a pas de joueurs qui passent par des clubs amateurs, ils n'iront pas en monde professionnel. Et ça va même jusqu'à l'équipe de France. Nous, pour information, on a signé un partenariat avec l'Olympique Lyonnais également. Mais qui va plus dans donner la possibilité à nos clubs partenaires de pouvoir faire former leurs éducateurs avec des conditions spéciales, etc. Et on est allé même plus loin, et c'est un des autres volets qu'on développe. Donc, ce rôle éducatif qu'évoquait Roland perdure. Tout à fait. Voilà, c'était notre choix, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, Madewis, on vend des équipements Adidas, oui, on fait du commerce, on équipe les clubs, il n'y a pas de souci, mais derrière, la valeur ajoutée qu'on apporte, c'est tout ce qui va autour. Alors on crée des événements, on les a vus, c'est des moments magiques, c'est permettre à toutes les régions de pouvoir se jouer, se mesurer, faire vivre des choses magiques aux enfants. Une application qui fait un lien social, l'Olympique Lyonnais en partenariat avec nous, qui peut permettre de former les éducateurs. Et on va même plus loin avec eux, puisqu'aujourd'hui on amène des sponsors dans notre réseau. Il faut savoir quand même qu'en 5 ans avec Adidas, on est passé de 0 à 100 000 licenciés dans l'ensemble de nos clubs partenaires. Et du coup, en fait, tous les partenaires de l'OL va leur proposer une offre de pouvoir aider le foot amateur à travers Madewis. D'accord. Ils ont quand même 2300 entreprises partenaires, ce qui n'est pas neutre. Et donc là aussi, c'est un côté qu'on va développer, donc de pouvoir aider les associations à pouvoir mieux s'équiper, à grandir. Et dans ce partenariat, il y a beaucoup de magie. Un ruissellement de revenus qui contribue et qui arrive jusqu'au foot amateur. Et on va même reverser quelque chose au foot amateur, puisqu'on fournit dans chaque pack, à chaque adhérent, on fournit un maillot d'entraînement. Et s'il y a un sponsor dessus, on va reverser quelque chose au foot amateur. Et un dernier, dans le projet Madewis 2.0, le dernier lancement que l'on propose, c'est de créer une marketplace autour de la logistique qu'on va apporter au club. Donc on va faire un système de conciergerie. On va capter pour les licenciés, pour les clubs, on va capter leurs commandes, on va les livrer chez eux, mais à côté de ça aussi, on va permettre de pouvoir en fait proposer toute une compagnie de produits autour qui va servir aux licenciés, aux clubs. Très bien. Donc ça, c'est le prochain élément de cette pyramide Madewis. Tout à fait. Il y aura des retours. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, on ne les aide pas, ces clubs amateurs. Donc aujourd'hui, c'est de leur faire des retours. C'est pas juste de dire oui, on compte sur le foot amateur. Derrière, il faut leur apporter des nouvelles ressources. Très bien, eh bien, ce sera le mot de la fin, cet accompagnement auprès de ce foot amateur qu'on a tenté de chérir tout en soulevant quelques beaux débats. Merci Sébastien de nous avoir accompagnés. Merci évidemment Roland autour de ce plateau d'avoir été là en tant que fil conducteur. Nizar, on suivra évidemment le développement de vos développeurs et de votre appli. Franck, les prochains événements évidemment avec la mise en place de cette Madewis League, on n'en perdra rien et on suivra ça de près. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous d'avoir été avec nous derrière votre écran. Merci Sébastien, merci de nous avoir accompagnés et évidemment à très bientôt. Excellente journée.